C'était le 18 mai 2012 lorsqu'un certain Jonathan Hoffman, âgé de 17 ans, a appelé le numéro d'urgence. Il affirmait que sa grand-mère lui avait tiré dessus. Je vais pleurer. La première question qui se pose après cet appel, c'est qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cette maison pour aboutir à une issue aussi tragique? C'est justement ce que l'enquête devait découvrir et c'est ce que je vais vous raconter en détail dans l'épisode d'aujourd'hui. Je suis Marcos Campos. Soyez tous les bienvenus. Et cette histoire se déroule à West Bloomfield Township, dans le Michigan, là-bas, au pays de l'oncle Sam. Mais avant tout, je voudrais t'inviter, si tu aimes les affaires criminelles, à t'abonner à la chaîne. Chaque semaine, plusieurs épisodes comme celui-ci sont publiés ici. Deviens membre si possible, cela soutient la chaîne. Si tu ne peux pas maintenant, pas de souci. Et reste jusqu'à la fin, like ou commente, même un emoji, ça aide. C'est entendu, les messages sont passés. Passons aux faits. Ce récit est plutôt étrange et a soulevé de nombreuses questions concernant les problèmes familiaux des personnes impliquées. Vous savez, ces choses cachées qui se passent entre quatre murs, eh bien c'est ça. Lorsque les policiers ont répondu à l'appel à l'aide du garçon blessé par balle par sa grand-mère et qu'ils sont arrivés à la résidence, ils ont trouvé une scène tragique. Jonathan Hoffman. La victime était allongée face contre terre, baignant dans son propre sang, portant un short et des chaussettes de sport avec plusieurs blessures par balle. Il respirait encore, mais son pouls était très faible. Et Sandra Lane, la tireuse de 74 ans, elle tenait encore l'arme dans ses mains. Mais elle s'est vite rendue à la police et sans résister, elle a déclaré « J'ai tué mon petit-fils ». Le garçon a été transporté d'urgence à l'hôpital où il a été déclaré mort à son arrivée. Pendant ce temps, dans les 3 étages de cette résidence, il y avait une traînée de sang et les policiers ont récupéré 10 douilles de balles tirées sur Jonathan. Peu après la constatation du crime et ses premières actions pour secourir la victime et arrêter l'agresseuse, le grand-père du jeune homme, Monsieur Fred Lane, est arrivé à sa propre résidence et a été choqué par les événements. Pourquoi, à votre avis? Il était sorti il y a seulement quelques minutes parce que sa femme, Madame Sandra, lui avait demandé de bien vouloir promener le chien. Et, soudainement, quand il rentre chez lui, l'endroit est une scène de crime. Son petit-fils est pratiquement mort et sa femme est en train d'être emmenée hors de la maison directement en prison. Autrement dit, le monde de Monsieur Lane a été bouleversé en un clin d'œil. Ensuite, la police a découvert que les parents de l'adolescent étaient en Arizona et ils avaient laissé Jonathan aux soins de ses grands-parents pendant qu'il terminait sa dernière année de lycée. Je vais bientôt expliquer pourquoi il était là. Jennifer Hoffman, la mère de la victime, était évidemment complètement sous le choc. Et elle a déclaré ceci. Personne n'aurait jamais imaginé une telle situation, ses parents dans ce cas. Ses propres parents tuant leur propre petit-fils. Sandra Lane. Parlons maintenant un peu de Madame Sandra Lane, la tireuse. En fait, je dois même corriger une affirmation que je viens de faire. J'ai dit qu'elle est allée directement en prison après être sortie de chez elle, non? Mais ce n'est pas le cas. En raison de son âge, Madame Lane a d'abord été emmenée à l'hôpital pour être placée sous observation. Et là, et aux urgences, elle a dit à la police que Jonathan ne lui avait pas fait de mal. Alors, dès qu'elle a reçu son congé médical, elle s'est rendue au commissariat. Voilà. Alors, pour les démarches officielles, la femme a soudainement changé. Elle a eu une réaction surprenante. Elle n'a pas voulu poursuivre la conversation avec les enquêteurs et a demandé qu'on appelle son avocat, le docteur Jerry. Naturellement donc, avec les super pouvoirs juridiques en action, Sandra Lane a changé son histoire pour une version de légitime défense. Son récit diffère désormais des versions précédentes où elle avait juste tiré sur Jonathan. Alors, elle a justifié ses actions maintenant, en affirmant qu'elle s'est défendue lorsqu'il y a eu un certain désaccord entre elle et son petit-fils, qui s'est intensifié physiquement. L'adolescent, alors, aurait apparemment eu recours à la violence physique. Jonathan avait menacé la femme et lui avait même donné un coup de pied dans l'abdomen. La femme, alors, me craignant pour sa propre vie, a saisi l'arme. Serait-ce donc un cas authentique de légitime défense? Selon Claro, elle et sa défense. Cependant, les preuves n'étaient pas en sa faveur. Madame Lane ne présentait ni égratignure, ni ecchymose, ni aucun signe indiquant une bagarre ou une violence physique subie.
Donc, son passage à l'hôpital n'était rien d'autre qu'une observation pour un choc émotionnel. Ce qui, convenons-en, est tout à fait compréhensible. Après avoir vidé le chargeur d'un pistolet sur le garçon, sur l'adolescent, qui était de sa famille, son propre petit-fils. Eh bien, nous n'étions pas là, nous n'avons pas vu la bagarre. De toute façon, nous sommes ici à flairer, je dirais, l'odeur d'un mensonge. Qu'est-ce que vous pensez de ce récit d'une grand-mère effrayée qui ne fait que se défendre? 2 jours après la fusillade, Madame Laine a été officiellement inculpée au tribunal de district local et détenue sans possibilité de libération sous caution. C'est parce que la police et le tribunal doutaient de cette affirmation de légitime défense. Eh oui, 74 ans et détenu sans possibilité de libération sous caution. Les enquêteurs ont bien fait leur travail en examinant toute cette histoire de près, dans les moindres détails, dans les plus petites subtilités. De plus, ils ont également examiné de près le contexte de cette relation familiale. Ainsi, ils ont découvert les antécédents et ont réussi à dresser le profil des personnes impliquées. C'est bien ça, des deux et de la victime. Ah, Sandra n'était pas une grand-mère criminelle, loin de là. C'était une enseignante à la retraite, sans antécédents criminels, et elle ne correspondait pas au profil d'une tueuse froide. À 74 ans, elle faisait du bénévolat et s'occupait de son petit-fils qui vivait chez elle. Mais nous allons bientôt aborder les problèmes entre eux qui semblent aller au-delà du simple conflit de génération. Regarde bien, de la même manière qu'un avion ne s'écrase pas à cause d'une seule panne isolée, mais plutôt à cause d'un ensemble de facteurs qui surviennent simultanément, ou peut-être les uns après les autres. Nous pensons qu'une tragédie familiale d'une telle ampleur, avec une telle violence, ne peut pas avoir une origine unique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Famille hautement dysfonctionnelle. Nous allons maintenant écouter les déclarations de Jennifer, la fille de Madame Sandra, et la mère de l'adolescent assassiné. Jennifer a révélé aux enquêteurs les secrets de ce qu'elle-même a qualifié de famille hautement dysfonctionnelle. En réalité, sa famille, celle de Jennifer, a présenté sa mère comme une femme querelleuse, contrôlante et physiquement abusive. C'est assez compliqué, n'est-ce pas, hein? Ce sont des caractéristiques vraiment mauvaises et, la plupart du temps, elles sont présentes dans les relations toxiques, que la domination soit exercée par des hommes ou des femmes. Elle a dit que son père est parti de la maison et n'est jamais revenu. Tu connais cette histoire de l'homme qui sort acheter des cigarettes et disparaît tout simplement? Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait le père biologique de Jennifer, le premier mari de Sandra. Eh bien, d'après Jennifer, son père n'a pas supporté de vivre avec sa mère, qui était celle qui transformait la vie de cette famille en un véritable enfer sur terre. Alors, il a quitté ce navire, il n'a pas supporté. Ici, je ressens de la peine parce que la pauvre fille ou les enfants n'avaient rien à voir avec ça. Cependant, le temps a passé et Sandra, malgré ce mauvais caractère, s'est remariée. Avec cela, les choses se sont même améliorées temporairement parce que Fred était un homme bien, un bon homme, un bon beau-père et la vie a continué. Mais quand Jennifer, la fille de Sandra, s'est mariée et a eu des enfants, les disputes à la maison ont recommencé. On peut imaginer beaucoup de choses, non ? Beaucoup de gens ici d'ailleurs peuvent même ressentir de l'empathie pour Jennifer et dire qu'ils savent ce que c'est que de vivre avec une personne difficile, surtout quand cette personne difficile, c'est votre mère. Elle commence à vouloir trop se mêler de tout. Et cela, évidemment, pourrit toute relation qui va au-delà de la relation mère-fille, parce que la cohabitation devient tolérable et non plus agréable. Et même avec les divergences entre mère et fille, ou belle-mère et gendre. Les petits-enfants, Jonathan, qui a été blessé par balle, et Jessica, sa petite sœur, aimaient leur grand-mère, en fait leurs grands-parents, et étaient très proches d'eux. Eh bien, en 2008, Jennifer s'est séparée de son mari, mais c'était une décision calme, civilisée, et toute la famille est allée en Arizona pour rester unie. C'est-à-dire Jennifer, son ex-mari et leurs 2 enfants. Jonathan, assassiné 4 ans plus tard, et sa sœur Jessica. C'est alors que nous entrons dans ces hasards extrêmement tristes de la vie. Malheureusement, Jessica, la sœur de Jonathan, notre héros, a été atteinte d'une tumeur au cerveau. La vie de Jennifer, la mère des garçons, a dû se concentrer sur la guérison de sa fille. Alors, elle et son ex-mari sont parvenus à un accord pour que Jonathan vive un certain temps avec sa grand-mère Sandra et son grand-père Fred. Et c'est pour cela qu'il était là, chez eux, au moment du meurtre.
Un certain temps s'était donc écoulé. Après cela, la santé de Jessica s'est stabilisée et Jennifer a pu souffler. Elle a ressenti un soulagement. Elle est allée voir son fils dans le Michigan chez sa grand-mère Sandra. Et regardez, les gars, ce sont les maillons d'une chaîne criminelle, d'accord? Faites attention ici parce que rien de ce que je vais raconter n'est aléatoire. Quand Jennifer est arrivée chez sa mère et a retrouvé son fils adolescent, elle a dit qu'il était heureux, très heureux, mais il fumait du cannabis. Pour la mère, le gamin ne faisait que grandir, non. En connaissant les choses, elle a fini par accepter cela avec une certaine naturalité, sans apparemment comprendre l'ampleur du problème qui était en train de se former, qui était en réalité un baril de poudre à l'intérieur de la maison, avec une mèche pas très longue, d'accord? Et lors de l'enquête sur la mort de Jonathan, Jennifer a tout avoué à la police, évoquant la consommation de marijuana. Mais ce n'était pas tout. Les enquêteurs ont découvert qu'à 17 ans, il avait déjà un casier judiciaire bien rempli avec plusieurs antécédents criminels. Eh bien, tu vois, pour nous ici, c'était comme de l'eau qui dévale la pente. L'adolescent avait été arrêté alors qu'il conduisait et il a été constaté qu'il était en possession de marijuana. Cela a mené à un dossier de police, une procédure judiciaire, alors qu'il était encore en liberté conditionnelle pour cette infraction. Lors de sa deuxième interpellation par la police, ils ont découvert qu'il possédait un médicament contrôlé appelé Adderall. Et cet Adderall aussi, Midas apparaît sur Internet comme des noms commerciaux d'une association médicamenteuse composée de 4 sels d'amphétamine. Tout le monde s'en rend compte, non? Là, on commence à se faire une image de Jonathan Hoffman comme un adolescent à problème, que sa grand-mère a décrit comme un enfant ayant des problèmes de colère. Il y a même eu un incident quelques semaines avant sa mort, où le comportement de son petit-fils est devenu tellement erratique que Sandra Lane a appelé la police. Avec ça, les choses ont dégénéré. Voilà, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Mais la grand-mère a dit aux enquêteurs que les mauvaises actions répétées de son petit-fils l'ont finalement poussé à acheter une arme pour sa propre sécurité. Il donnait des coups de pied dans les portes et avait des accès de colère. Et l'avocat de Sandra, sur la base de tout cela, a affirmé qu'elle avait peur de son petit-fils. Sandra Lane savait que Jonathan consommait aussi du spice. La grand-mère, qui était la tutrice légale de Jonathan, a parlé avec l'agent de probation parce qu'elle avait peur de la façon dont il se comportait. Il est également bon de savoir que c'était en 1985 qu'un scientifique américain appelé John W. Hoffman a isolé la molécule du cannabis et a créé ce qu'on appelle le spice, ou K2. Ce docteur Hoffman était professeur émérite de chimie à l'université de Caroline du Nord, à Chapel Hill. Le spice a d'abord été conçu comme antidouleur, mais n'a jamais été validé pour un usage clinique. La substance a fini dans la rue, devenant un cannabis synthétique largement disponible, provoquant hallucinations, paranoïa, anxiété, convulsions et mort. Le spice entraîne aussi d'autres problèmes de santé lorsqu'il est associé à d'autres médicaments ou substances. Et là, je pense que le docteur Walter White n'a pas dû gagner tant d'argent que ça avec son invention. Mais il a contribué à rendre le monde un peu pire qu'il ne l'est déjà. Enfin, les gars, chez Mamie Sandra Lane, la situation est devenue critique le 18 mai 2012. Comme mentionné, le petit-fils adolescent était accusé de possession de drogue et s'était présenté au tribunal ce jour-là avec sa grand-mère. La justice a ordonné que Jonathan passe des tests pour détecter la présence éventuelle de drogue dans son organisme. À leur arrivée à la maison, une dispute a éclaté et il aurait exigé de l'argent et les clés de la voiture. Comme le garçon a perdu la vie, une partie de l'histoire dépend du récit de la tireuse. Ce jour-là, elle devait évidemment être mais alors très énervée d'avoir à gérer ce problème avec son petit-fils, qui était manifestement sur une mauvaise voie. Et ici, on sait bien qu'une chose en entraîne une autre, n'est-ce pas? Peut-être que ses amitiés étaient mauvaises, ses résultats scolaires étaient mauvais, et la possibilité d'aller à l'université s'éloignait de plus en plus chaque jour. Sans parler du fait qu'on ne sait pas s'il aurait ou non envie de continuer dans cette vie criminelle et de se lancer soudainement dans le trafic. Ceci reste une spéculation, on ne sait pas si c'est vrai en pratique. Mais dans la tête de la grand-mère, Sandra, c'était probablement ce scénario. Certainement, c'était le film qui passait dans son esprit. Eh bien, à un moment donné, donc, de cette discussion. Ce jour-là, à cause d'une histoire d'argent et du prêt de la voiture, la grand-mère a sorti une arme et a tiré sur son petit-fils. L'adolescent a été touché par 5 balles,
3 dans la poitrine, 1 dans l'abdomen et 1 dans le bras. Dans la maison, la police a trouvé, en plus du sang sur le sol et les murs, la victime allongée par terre. Aussi un pistolet 9 mm, des munitions et un chargeur. Tout a été saisi pour être expertisé, jugement et incarcération. En mars 2013, le procès de Mamie Sandra Laney a débuté. Après les déclarations initiales, l'accusation a réfuté l'argument de la défense selon lequel il y aurait eu une lutte à mort entre la grand-mère et son petit-fils. Peut-être que le moment le plus tendu a été l'analyse répétée de l'appel de Jonathan au 911 passé à 17h27 lorsqu'il a dit avoir été blessé par balle. Environ 3 minutes plus tard, il a encore été blessé par balle. Pendant cet intervalle, l'opérateur du service d'urgence a entendu la voix de Sandra disant qu'elle allait donner de l'eau à Jonathan, puis on a entendu d'autres coups de feu. Autrement dit, 3 minutes pour que Sandra réfléchisse à ses actes avant de tirer à nouveau sur la victime. La défense a affirmé que cela s'est produit parce que l'adolescent, bien que blessé, pouvait encore représenter une menace pour Sandra. Il est impossible de savoir ce qui s'est réellement passé pendant cet intervalle de temps entre le premier et le dernier coup de feu. Tout ce que je sais, c'est que c'est vraiment surréaliste. La grand-mère tire plusieurs fois sur son petit-fils qui, blessé, parvient à appeler les urgences et demander de l'aide. La grand-mère et le petit-fils continuent ensuite à discuter. Elle dit qu'elle va lui donner un peu d'eau et 3 minutes plus tard, elle termine le travail. Madame Sandra Laney, c'est certain, n'a arrêté de tirer que lorsque les munitions se sont épuisées. 1 mois après la fusillade, l'autopsie a confirmé que Jonathan Hoffman est mort de multiples coups de feu. Le rapport a indiqué 8 blessures à l'entrée ainsi qu'à la sortie du corps de Jonathan. Un rapport toxicologique a éclairé l'affaire. Lorsque les analyses en prise ont prouvé que Jonathan consommait de la marijuana synthétique, appelée Spice ou K2, comme je l'ai mentionné il y a peu, cependant, le Spice était présent dans son urine. Cela signifie qu'il n'influait pas effectivement sur le garçon à ce moment-là. Du moins, c'est ce qui a été rapporté. Et finalement, face à tout cela, les procureurs ont fini par accuser Sandra de port illégal d'armes à feu, ce qui constitue en pratique un crime grave. Elle a aussi été inculpée d'homicide ouvert, combinant homicide au premier et second degré. Dans ce cas, le jury peut déterminer le degré approprié en fonction des preuves qui seront présentées. Pour nous ici sur la chaîne, cette accusation d'homicide ouvert est une nouveauté, vous ne trouvez pas? En tout cas, je ne me souviens pas d'avoir présenté un autre cas à vous avec cette qualification-là, n'est-ce pas? Où le jury va comprendre ce qui s'est réellement passé. Et ensuite, on accorde le poids nécessaire conformément à la loi. Le ministère public a aussi noté que Madame Sandra ne montrait aucun signe visible de lutte physique. Et les consignes de Sandra à son mari pour sortir avec le chien démontrer une intention de tuer. Dans ce cas, un crime prémédité, ce qui a un poids bien plus important qu'un crime passionnel, n'est-ce pas, ou de légitime défense sous le coup de l'émotion. Fred Lane, le grand-père, a témoigné ignorer que sa femme possédait une arme. Peut-être que c'était vrai puisque cette arme était un achat récent de Sandra. Lors de l'interrogatoire, la grand-mère a fait une déclaration marquante sur le moment du crime. Elle a dit qu'elle avait pris l'arme parce qu'elle voulait juste que Jonathan écoute ce qu'elle disait. Sandra n'avait pas peur, elle imposait son autorité ou essayait d'intimider Jonathan. C'est une méthode très pédagogique, non? Sandra Lane a finalement été condamnée pour le meurtre de son petit-fils, reconnu coupable d'homicide au second degré. Donc elle a écopé d'une peine de 20 ans pour ce crime et de 2 années supplémentaires pour port illégal d'armes à feu. En résumé, le jury n'a vu qu'une meurtrière, pas une grand-mère de 74 ans. Elle a purgé environ 12 ans de cette peine en prison. Selon les registres du département correctionnel du Michigan, elle a été libérée en avril 2024, sans que la raison de cette libération anticipée soit divulguée. Après tout ce que je viens de dire, il subsiste un sentiment étrange, non? Les jurés et le juge ont jugé qu'il ne s'agissait pas de légitime défense. Selon la justice américaine, Sandra a organisé et commis le meurtre de son petit-fils. Il ne montrait pas qu'il était une bonne personne et elle, apparemment, a décidé de couper le mal à la racine. Mais bien sûr, il y a beaucoup de choses là-dedans qui laissent, disons, des zones d'ombre, n'est-ce pas? Après tout, il y a les antécédents de la mère, n'est-ce pas? De la mère de Jonathan, la fille de Madame Sandra, qui dit qu'elle était une femme difficile, n'est-ce pas, Strauss-Bass? Aussi contrôlante, réactive. Donc avec ce tempérament-là, ça devient difficile, n'est-ce pas? Dire avec certitude ce qui s'est passé là-bas. Alors, si tu prends ces détails-là, comme quand elle dit qu'elle va chercher de l'eau et peu après, elle recommence à tirer, n'est-ce pas?
Ce garçon avait déjà été blessé par balle, non? Il était donc immobilisé. Il faut avoir une sacrée résistance physique, n'est-ce pas? Prendre une balle de 9 mm et réussir quand même à se relever. Mais je ne sais pas non plus parce qu'il y a aussi le point de vue de Jonathan, tu vois? Qui était déjà en train de passer par là. Adolescent, il ne l'est pas encore. Les gars, et tu vois, en utilisant ce genre de drogue. Hein? Il avait déjà eu affaire à la police, il répondait devant la justice. Qui sait quelles sont ses fréquentations? Une bombe, n'est-ce pas? Les parents étaient dans un autre état, ils ont laissé le gamin chez ses grands-parents. Il y avait aussi l'histoire de sa petite sœur qui a eu une tumeur et ils ont traversé une période difficile. Et ils ont jugé que c'était la meilleure chose à faire à ce moment-là. Je ne dis pas que cela a contribué au crime, mais il faut qu'on mette toutes les cartes sur la table ici, n'est-ce pas? Pour comprendre comment ces maillons se sont refermés. Comme je l'ai dit, rien ne semble aléatoire dans ce crime, n'est-ce pas? Les choses se construisent petit à petit. Chaque pièce semble converger vers le résultat final. Mais vous êtes d'excellents enquêteurs. Je veux que vous me disiez ici ce que vous en pensez. C'était un crime commis sous l'émotion, non? Une légitime défense ou liée à la chaleur du moment? Jonathan répondait peut-être à sa grand-mère. Avec son tempérament, elle n'a pas su se contrôler et a dépassé les limites, non? Ce qui freine les gens normaux. Ou alors, était-ce vraiment prémédité? Qu'elle a demandé à son mari de sortir promener le chien? En pensant déjà à faire ça? Jonathan a pris le téléphone, non? Elle observait. Réfléchissez, je réfléchis déjà avec vous, d'accord? Réfléchissez. Elle a tiré, il a réussi à prendre le téléphone, à appeler les urgences. Ensuite, il y a eu ce laps de temps de 3 minutes. Si elle avait eu l'intention de tuer, elle n'aurait pas tiré les autres coups, n'est-ce pas? Les 4 autres, n'est-ce pas? Pendant qu'il essayait de téléphoner, pour ne pas créer de preuves contre elle-même. Compliqué, hein? S'il vous plaît, laissez vos analyses ici dans les commentaires, car cette affaire mérite une discussion, d'accord? Merci beaucoup pour votre compagnie. Bisous du roux, à bientôt pour le prochain épisode.